Bonjour Corinne. Bonjour. Je suis absolument ravi de vous recevoir pour plein de raisons. La première, c'est que je vais rendre jalouse ma meilleure amie. Ça, Ah, vraiment? c'est le plus important. Et la seconde, c'est que c'est la première fois que je vais recevoir quelqu'un, enfin une autrice dont j'ai lu plusieurs livres. Donc je suis vraiment, vraiment ravi. On va y revenir. Il y a plein de sujets aujourd'hui que j'aimerais évoquer. Donc on va évidemment revenir sur vos deux derniers livres, revenir sur un peu sur l'actualité politique. Et enfin voilà, et vraiment, et plein de sujets. Enfin voilà, et la ZAD du carnet, etc. J'ai vraiment préparé plein de sujets. Il y avait des questions, pas mal de questions ont été posées sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Donc j'ai fait un mix de tout ça. On va pouvoir traverser Parfait. tous les sujets. Est-ce que, avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, alors je m'appelle Corinne Morel-Darleux. J'ai toujours un peu de mal à me présenter parce que je trouve ça compliqué en fait de se coller soi-même des étiquettes alors que je fais tout pour m'en débarrasser. Mais je suis encore pour quelques semaines conseillère régionale d'opposition en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est présidée par Laurent Wauquiez. Je suis également donc autrice, voilà, notamment d'un essai plutôt coulé en beauté que flotter sans grâce, et d'un roman qui vient de sortir toujours aux éditions Libertalia qui s'appelle Là où le feu et l'ours. Et je suis militante écosocialiste depuis maintenant un certain nombre d'années, j'ose à peine le dire. Ouais, bah, j'ai vu ça d'ailleurs, parce que bon, moi je vous connais par la littérature avant de connaître votre carrière politique. Mais quand j'ai ouvert Wikipédia, c'était marqué femme politique. J'ai fait, ah bon, c'est vrai que vous êtes avant tout une femme politique. Et Oui, vous, mais oui, ma page Wikipédia n'est pas complètement à jour. D'ailleurs, je lance un appel. S'il y a des contributeurs Wikipédia qui nous écoutent, voilà, il y a quand même des changements de cap qui ne sont pas encore pris en compte sur ma page. Donc, ok, bon, avis aux amateurs. ce sera fait. Vous parlez d'éco-socialisme. Quelle est votre définition de l'éco-socialisme? Alors, pour faire la version courte, l'écosocialisme, c'est on va dire le courant de l'écologie politique qui postule le fait que l'écologie est incompatible avec le capitalisme, qui le postule non pas comme un principe dogmatique, mais comme le fruit d'une analyse qui va aux racines des causes de l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui d'un point de vue à la fois écologique et social, d'où écosocialisme et qui donc voilà, évacue d'emblée la possibilité de s'accommoder du capitalisme pour envisager d'autres pistes plus radicales, plus intenses et plus alternatives. Ok, je vous pose pas la question de savoir si vous pensez que le capitalisme vert est plausible. Bah, en fait, dans le capitalisme vert, il y a toujours le capitalisme, et donc c'est typiquement le genre d'accommodement effectivement sur lequel on passe assez rapidement, puisque bah, en fait, quand on fait l'analyse des causes, on se rend assez vite compte que le système même du capitalisme, c'est-à-dire la rentabilité du capital investi, une rentabilité qui doit être la plus importante possible dans un minimum de temps, bah, provoque à la fois les destructions environnementales et sociales qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui. Donc effectivement, l'idée est plutôt d'inventer un autre système, de construire un autre monde, plutôt que d'essayer de perpétuer celui-ci, quitte à le repeindre en vert. Ok, enfin, moi je vous rejoins entièrement. Je ne sais pas si vous n'avez pas LinkedIn par hasard. Pas deux. LinkedIn, le Ah réseau non, social LinkedIn. Parce que ouais, ouais, non, non, j'essaye de limiter mon usage des réseaux sociaux. Je trouve que j'y passe déjà beaucoup trop de temps. Et comme je ne suis pas à la recherche d'un poste ou d'une carrière professionnelle, j'en ai pas hmm. l'utilisation. Ouais. Vous avez bien raison, mais je pense que je vous enverrai deux, trois posts que je vois beaucoup de gens parler du capitalisme vert et de il faut juste réformer le capitalisme, ça va mieux se passer, etc. Donc ce sera intéressant un peu d'avoir votre retour là-dessus. Avec plaisir. Mais en parlant de ça, on a quelques similitudes dans notre parcours, parce que je sais que dans votre jeune carrière, vous avez aussi fait du conseil à Paris, si je dis pas de bêtises. Non, 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 tout à fait, c'est ça. Effectivement, j'ai été consultante pendant quelques années à Paris et puis un peu partout en France, parce que j'allais beaucoup aussi sur des sites de production industrielle. Et donc, voilà, j'ai animé pendant ces années-là les séminaires de direction stratégique de grands groupes du CAC 40. Ok. Et vous avez quitté de votre plein gré ou vous êtes fait virer? Comment ça s'est passé? Quel a été le déclic pour partir? Alors, j'aurais pu me faire virer parce que j'en étais arrivée au point où je conseillais à mes clients de ne plus faire appel à nous et d'embaucher directement des personnes en CDI.
Mais de fait, non, je me suis pas fait virer. J'ai démissionné en fait de mon poste parce que en fait, j'avais voilà, un problème de hiatus et de contradiction de plus en plus important entre ce travail qui me prenait une grande partie de mon temps et auquel je voyais non seulement pas d'utilité sociale, mais même au contraire une contribution à tout ce que j'exécrais de plus en plus d'un point de vue politique. Et donc j'ai démissionné, j'ai cherché du travail dans la fonction publique. Je suis allée m'occuper des écoles d'une ville de Seine-Saint-Denis, ce qui était voilà, une activité totalement différente et Ah oui, avec un sens beaucoup plus important pour moi. oui, j'imagine. Et ça, c'était que je situe à peu près avant 2009, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était avant 2009. Ouais, Ok. ouais, tout à fait. Et ok, mais qu'est-ce qui a fait ensuite que vous avez basculé vers la politique? Ben, en fait, à un moment donné, j'ai décidé de quitter la région parisienne et d'aller m'installer dans la Drôme, Hmm. dans un petit coin de la vallée de la Drôme où bah, j'avais pas d'emploi en arrivant. Donc, Ah, vous avez quitté sans emploi, comment? sans parachute. Vous êtes parti sans emploi. C'était. Ah oui, Ok. ouais, ouais, ouais. Alors, bon, mon compagnon avait, il emportait son emploi d'indépendant avec lui, mais enfin, moi, j'en avais pas. Donc, bah, j'étais au chômage et ça coïncidait à peu près mon départ dans la Drôme avec la création du parti de gauche hein, Hmm. que j'ai rejoint et bah, du coup, j'ai eu du temps disponible pour me consacrer au militantisme, à la création du parti, au fait de monter tout le secteur écologie du parti de gauche et pour me présenter aux élections. Et c'est ce qui fait que je suis devenue conseillère régionale. Ok. Bon, je vais vous poser quelques questions. Moi, j'ai suivi votre actualité, entre autres, hein, sur Twitter. Qu'est-ce que ça fait vous êtes adversaire, ce sont vos mots, de Laurent Wauquiez au Conseil régional. Enfin, là, ça va bientôt faire, c'est 6 ans. Ouais. De mémoire, d'après ce que j'ai lu, vous ne reconduisez pas votre candidature, si je dis pas de bêtises. Non, je ne me représente pas, hein, sachant que c'était mon deuxième mandat. Mhm. Donc voilà, d'abord par principe, parce que moi j'ai toujours porté très fort le non-cumul des mandats et je continue à le porter. Et donc ça me semblerait vraiment pour le moins bizarre de ne pas me l'appliquer à moi-même. Et ensuite, bah, voilà ce que ça fait d'être face à Laurent Wauquiez, ça fait du mal en fait. Ça prend, enfin c'est assez minant parce que en tant qu'élu, on est aux premières loges en fait pour voir les dégâts à la fois sociaux, environnementaux, démocratiques que provoque cette présidence de Laurent Wauquiez à la région, de voir tous les projets destructeurs de bétonisation de terres agricoles, enfin voilà, tous les passe-droits démocratiques Mhm. et les tours de passe-passe budgétaires qui sont employés par Laurent Wauquiez et sa majorité. On est aux premières loges pour y assister et malheureusement, comme on est minoritaire et qu'on n'a même pas une minorité de blocage, bah, on est relativement impuissant. Je pense que c'est bien qu'on soit présent et qu'on porte justement une autre voix, un autre projet, mais on est quand même très impuissant par rapport aux raisons qui font qu'à un moment donné, on s'engage en politique et qu'on se présente aux élections. Ce n'est pas pour résister à Laurent Wauquiez, c'est pour changer la vie des gens, Mhm, bien pour sûr. améliorer la vie. Et là, c'est vrai que dans l'opposition, on n'a pas beaucoup de leviers pour le faire, quoi. Ok. Ou pas assez. Enfin, je rebondis maintenant sur le même sujet, mais si vous êtes éco-socialiste, aujourd'hui, qui représente le mieux le mouvement éco-socialiste en France? Est-ce qu'il y a une figure politique vraiment, sur qui vous vous alignez vos convictions? Vous avez le droit de dire non, hein, mais. Bah, en fait, il n'y en a pas une. Il y aurait éventuellement une équipe collective où chaque individu peut pallier les manques des autres individus. Moi, il n'y a pas une personne qui, pour moi, regroupe toutes les qualités que j'attendrais d'une élue ou Hmm. d'un élu. Après, on mettrait dans la même équipe, effectivement, collectivement. Alors, si je me lance à citer des noms, vous allez me retrouver cloué sur ma porte demain. Donc, mais voilà, je veux dire, des gens comme Clémentine Autain, Delphine Bateau, François Ruffin, Éric Piolle, et j'en oublie certainement plein. Si on les mettait dans la même équipe, je pense que enfin, voilà, il y aurait des compensations pour le coup vertueuses qui pourraient se faire et vraiment sans doute quelque chose d'intéressant qui se dégagerait. Maintenant, en réalité, aujourd'hui, là où je vois l'écosocialisme vivre avec le plus de force
et de cœur et de nouveauté et même de joie, c'est plutôt du côté des territoires en lutte, des ZAD, de la paysannerie alternative et de tout ce qui Ouais, se on va y fait en revenir. dehors Mhm. justement des formes traditionnelles des partis politiques. Ouais, on va y revenir. J'ai prévu une petite partie sur les Très marches bien. climat où j'étais dimanche. Et Ouais. c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Donc pour 2022, enfin, est-ce que vous avez un espoir quelconque pour 2022 que la gauche se rassemble, ou en fait la gauche ou la droite, hein, qu'un peu l'écologie émerge et que ce soit un vrai sujet pour 2022? Bah, moi, franchement, j'ai appris à plus trop compter sur l'espoir, en fait, et à plus miser sur l'action. En l'occurrence, là, l'action, elle est compliquée, quoi, parce que moi, je ne vois pas, en fait, quels peuvent être les méandres qui nous font arriver à une candidature commune de gauche, écolo, en 2022. Mais clairement, si à un moment donné, une piste se dégage et que je peux y contribuer, j'y mettrai mes forces, quoi. Je pense que c'est effectivement le but à viser. Et on parle beaucoup de la droite, on parle là de Laurent Wauquiez, qui est vraiment la frange de la droite extrême. Mhm. Moi, j'oublie pas que l'extrême droite est aussi là. Je ne fais pas partie des personnes voilà, qui pensent que c'est juste une fabrication destinée à nous faire peur. Je pense que c'est un vrai risque, hein, c'est un risque réel qui existe déjà aujourd'hui. On voit la manière dont des groupes néofascistes à Lyon et ailleurs se Oui, sont génération autorisés identitaire, ouais. à aller attaquer des librairies, des locaux d'associations. Donc ce péril-là, il n'est pas fictif et il n'est pas uniquement dans le futur. Enfin, je veux dire, Mhm. on le subit déjà aujourd'hui. Et je pense que le débat politique, notamment depuis la présidence de Nicolas Sarkozy, contribue très largement en fait à banaliser ça, à le tolérer. Quand on voit les différences de traitement en termes de répression policière et judiciaire entre effectivement les actions de ces groupes et des actions d'autres militants, c'est pour moi une vraie source d'inquiétude. Bah, ça tombe bien, je vais anticiper. C'était un petit peu pour plus tard pour les marches climat, mais il y a eu très récemment un papier, une tribune plutôt, de Julia Steinberger, qui est lead auteur du GIEC, là, sur du prochain rapport du GIEC. Et ça a été co-signé par 300 scientifiques qui se sont plaints de la répression policière sur les mouvements climat et sur les militants écologistes. Typiquement, j'ai un exemple en tête, il y en a plein en France, mais j'ai un exemple en tête. Extinction Rebellion est considérée comme une association terroriste à Londres. Bon, apparemment, c'est des terroristes. Je ne sais pas quel est votre regard et votre recul. Enfin, moi, je ne découvre pas les sujets, mais je pense que vous avez un meilleur recul là-dessus. Quel est votre regard là-dessus? Bah, mon regard, en tout cas mon constat vu de mon poste d'observation à moi, qui est quand même très alerte et très aiguisé par une veille quotidienne depuis un peu plus de 10 ans sur ces Mm. sujets-là, c'est clairement une nette aggravation et une nette accélération effectivement de ces mécanismes à la fois de surveillance et de répression. Et dans la répression, j'insiste sur à la fois la répression policière, dont on entend beaucoup parler, mais aussi la répression judiciaire, Mm. dont on entend peut-être un petit peu moins parler. Là, il y a un cas aussi en ce moment qui rejoint cette question du terrorisme. Hein. C'est c'est le procès à venir les premiers 2-3 juin des 10 malfaiteurs de Bure, donc des militants antinucléaires qui protestent contre les projets d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure. Quand on reprend tout ce qui a été mis en branle depuis 2017, je crois, sur justement la mobilisation de forces antiterroristes, d'aspirateurs de données, de dispositifs de surveillance hein, qui sont complètement lunaires et incroyablement disproportionnés par rapport à la menace réelle hein, et à ce qui leur est reproché. Voilà, là, c'est pour moi des phénomènes aussi très inquiétants, et d'autant plus inquiétants qui viennent du gouvernement. Et qui viennent donc d'un gouvernement qui est, en plus avec l'état d'urgence, voilà, très libre de ses mouvements, de ses décrets Mm. et de l'application d'un certain nombre de mesures. Donc voilà, après, enfin, des cas comme ça, moi j'en ai tous les jours et c'est pas uniquement lors de grandes manifs parisiennes. On a eu, enfin voilà,
des espèces de déferlements de forces de l'ordre sur un petit village du Vercors, à la Chapelle en Vercors. Ils n'avaient jamais vu ça à l'occasion d'une manifestation contre la loi de sécurité globale, et c'est vraiment pas leur faire insulte, mais je pense qu'il devait être une trentaine à la Chapelle, quoi. Voilà, c'est des trucs qui n'arrivaient jamais avant, Et quoi. ça, avant, il y a 5, 10 ans, ou c'est vraiment une accélération depuis 3, 4 ans? Ouais, moi je dirais oui, peut-être 3 ans, je ne saurais pas le dater exactement, mais pour moi c'est quelque chose d'assez récent et qui, alors je ne fais pas forcément un lien de causalité parce que j'ai pas vraiment d'éléments par rapport à ça, c'est plutôt intuitif, mais en tout cas il me semble que cette accélération-là, elle est à peu près contemporaine de l'accélération aussi de nouvelles formes de militantisme, de l'apparition de nouveaux collectifs militants dans plein de secteurs différents, que ce soit du côté du climat, mais aussi du côté des quartiers populaires, du féminisme. Mhm. Voilà, j'ai l'impression en fait qu'il y a eu une concomitance d'un regain de militantisme et d'un regain de répression, sans pouvoir, encore une fois, établir de lien direct de cause à effet, mais enfin, en même temps, le lien ne serait pas très étonnant non plus, quoi. Ouais, mais ça va être. Enfin bon, c'est pas vraiment surprenant, puisque évidemment, il y a un business as usual en place. Donc, si on essaye de critiquer ça, c'est normal qu'on soit critiqué et parfois écrasé même. Ouais, Euh, là, ça va plus loin que la critique quand même, hein. Quand on voit ce qui s'est passé avec le mouvement des Gilets jaunes, y a en fait aucune critique ne devrait pouvoir justifier Ah, bien sûr, de bien sûr. répression dans un pays démocratique, quoi. Oui, j'ai vu ça de mes propres yeux à Paris, donc je vous Ouais. confirme que j'ai vu des choses qui n'étaient pas vraiment normales. Mm. Euh, Vous avez beaucoup communiqué sur la ZAD du Carnet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Est-ce que c'est un sujet? Bon, typiquement, moi j'habite à Paris. Je suis plutôt, enfin voilà, d'un milieu favorisé. J'ai jamais, en tout cas avant, manifesté, etc. Ce que j'ai fait là, le fait de me bouger dimanche, j'ai vu ce que c'était un peu les marches climat, etc. Donc je fais le parallèle avec une autre forme d'écologie, plutôt l'écologie radicale, et des gens qui vont dans les ZAD. Et je sais qu'il y a beaucoup de préjugés sur les ZAD, comme pour la décroissance, comme pour l'anarchisme, etc. Il y a beaucoup de préjugés sur les ZAD. Alessandro Pignocchi a fait une super BD là-dessus, peut-être que Ouais, tout vous la à fait. connaissez. Ouais, ouais, Donc ouais. est-ce qu'on peut revenir un peu sur la ZAD du Carnet? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et quel est votre regard dessus? Alors, c'est vrai que moi, je relaye beaucoup les messages qui émanent des différentes ZAD ou des différentes luttes. Enfin, ça a été le cas aussi pour les jardins de l'Engrenage à Dijon, ça a été le cas pour la ZAD de Notre-Dame-des-Landes Mhm. avant les nouvelles ZAD. C'est le cas, enfin voilà, pour pas mal de combats. D'abord parce que en fait, je trouve que c'est important que je mette mon réseau à disposition de ces luttes parce que j'ai une petite visibilité et que je considère que ça fait partie de mon rôle alors je ne sais pas si c'est mon rôle d'élu ou mon rôle de militante ou mon rôle de citoyenne, mais en tout cas de donner de la voix à ces luttes. Et ensuite, parce que en fait, personne ne va sur une ZAD par plaisir, quoi. Je veux dire, ça amuse personne de dormir l'hiver dans un champ, de se prendre des grenades lacrymogènes. Donc généralement, quand une ZAD se monte, ça a été le cas de la ZAD du Carnet et de plein d'autres, c'est qu'il y a un motif en fait à ZADer, quoi. Je ne sais pas, je vais inventer une nouvelle. C'est comme le Expression. motif à agir, il y a un motif à ZADer. Et en général, c'est effectivement des projets de bétonisation de zones naturelles ou de zones humides ou de terres agricoles dans des endroits avec une biodiversité qui doit être protégée. C'est de la défiguration de paysages. Voilà, il y a toujours en fait des bonnes raisons de se mettre dans une situation aussi inconfortable que de devenir zadiste, même par rapport à ses proches, à sa famille, à ses amis. C'est jamais simple. Donc les gens qui le font, ils le font voilà, parce qu'il y a quelque chose à défendre, quoi. Là, en l'occurrence, il s'agit de défendre l'estuaire de la Loire, hein, du fleuve de la Loire, par rapport à un projet qui est porté par le gouvernement, qui existe aussi à d'autres endroits en France, qui consiste à livrer des zones industrielles un peu clés en main à des grandes entreprises, quoi.
Sauf que pour livrer une zone industrielle clé en main à des grandes entreprises, ça impose effectivement d'avoir prévu des routes, des parkings, des entrepôts, des facilités, du béton. Et donc, en réalité, d'avoir complètement détruit tout ce qui faisait la richesse et la beauté de cette zone. Et en l'occurrence, en plus, ça se fait souvent sans carnet de commande, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a même pas d'assurance que les entreprises viennent. Et on nous fait toujours miroiter, ça a été le cas aussi pour les bulles tropicales de Center Parcs. À chaque fois, voilà, le seul argument qui est avancé en face, c'est la question de l'emploi. Et généralement, dès qu'on gratte un peu, on se rend compte que c'est des emplois au rabais, que c'est du travail en CDD au mieux, beaucoup de travail d'intérim, et qu'il y a un peu d'emploi, c'est vrai, au moment de la construction dans le bâtiment et les travaux publics, hein, mais qu'en réalité, après, Bon, c'est comme les on n'a pas JO et tant ce que qui se ça. passe à Paris. Ouais. Et que, en plus, voilà, c'est souvent des entrepôts qui sont de plus en plus automatisés, robotisés. Enfin, la question de l'emploi, elle est de plus en plus faible. Et elle est surtout très faible quand on la met en face des enjeux climatiques et de biodiversité. Ou même, enfin voilà, je veux dire, aujourd'hui, la plupart des syndicats commencent à reprendre le slogan qui avait été utilisé par la Confédération syndicale internationale au moment du sommet de Copenhague, hein, qui consistait à dire il n'y a pas d'emploi sur une planète morte. Oui, j'ai vu Et ça. voilà, je crois que c'est quand même juste basique à rappeler que voilà, et que par ailleurs, il y a d'autres solutions pour répondre aux problèmes de la précarité que de fournir des emplois au rabais subis et imposés dans des entrepôts, même en bord de Loire. Ouais, bon, ça, je vous rejoins totalement. Je vois qu'il y a des questions dans le chat là sur les marches climat, parce que aller dans une ZAD, c'est une forme d'action. Il y a eu les marches dimanche dernier, il y a un mois aussi également pour la loi climat, hein, qui est une loi, enfin, je ne vais même pas revenir dessus tellement c'est d'un ridicule. Enfin, ils font même pas 1% de ce qu'il faut et ils sont encore en train de grignoter dessus, donc on va pas forcément revenir là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt votre regard sur l'intérêt de ces marches climat. Est-ce que c'est croissant ou pas? Et j'ai vu un papier cette semaine, en fait c'était il y a 2 jours, de Jade Lingard dans Ouais, Mediapart, j'ai suivi ça. donc qui parlait de ces marches climat et enfin, c'est pas forcément de leur inefficacité, mais plutôt de leur dépolitisation. Mm. Et donc il y a eu une réponse. Ce qui a été bien, c'est que ça a amené le débat. Et il y a eu une réponse Ouais, d'Alternativa tout de suite, publiée chez Mediapart. Donc je sais j'ai pas ce vu que vous ça, en. ouais. Voilà, bon, si vous l'avez suivi, tant mieux. J'aimerais bien avoir votre regard dessus. Alors, je pense que, en fait, ce qui nous manque souvent dans ces débats stratégiques, et c'est important qu'on les ait parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est la stratégie qui nous manque le plus, c'est de poser les objectifs. C'est quoi l'objectif d'une marche climat? Si l'objectif d'une marche climat était uniquement d'essayer de convaincre Emmanuel Macron de l'importance d'une vraie loi climat, ou de le faire basculer du côté de l'écologie en le convainquant par des arguments et des slogans et des pancartes, je dirais clairement, à ce moment-là, ça ne sert à rien. Mais pour moi, l'objectif d'une marche climat, c'est pas ça en fait. L'objectif d'une marche climat, c'est aussi justement un sas de politisation. C'est-à-dire que concrètement, en réalité, personne ne passe de la lecture d'un livre de Pablo Servigne ou de Corinne Morel-Darleux à je vais aller bomber de la peinture sur les vitrines de la Société Générale ou occuper un entrepôt Amazon ou monter une ZAD, quoi. Ça n'existe pas, c'est pas vrai. Donc, il y a des parcours de politisation. Et pour ces parcours de politisation, il y a aussi besoin à un moment donné d'avoir des premiers pas qui soient envisageables sans être directement dans un truc de confrontation qui est quand même pas simple à vivre, et puis que tout le monde ne peut pas se permettre non plus. C'est-à-dire que concrètement, en fonction de vos conditions matérielles d'existence, je veux dire, tout le monde n'a pas la capacité effectivement d'aller sur des ZAD. Et moi, je trouve que c'est important qu'il y ait des espaces comme ces marches qui continuent à exister. Par contre, je pense qu'effectivement, il faut être clair sur les objectifs. Moi, je ne crois pas que ce soit une marche climat qui fasse bouger le gouvernement. Mais en réalité, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de personnes qui disent ça aujourd'hui.
Je crois que voilà, ça a été le cas il y a encore peut-être 4-5 ans. La pétition de l'affaire du siècle est passée par là et tout le monde a vu que même quand on était plus de 2 millions à signer une pétition, ça ne faisait pas bouger le gouvernement. Or, 2 millions en manif, ça fait quand même un bout de temps que ce n'est pas arrivé en France, quoi. Oui. Donc, on voit bien que cette culture du nombre, cette culture du rapport de force par le nombre, par la revendication, elle commence à s'essouffler. Et c'est là où je trouve aussi que le papier de Jade Lingard, il est intéressant parce qu'il a le mérite quand même de poser cette question et de jeter un pavé dans la mare. C'est par quoi on remplace la culture du nombre et les actions traditionnelles qui aujourd'hui, dans le contexte de 2021, clairement ne fonctionnent plus pour faire bouger un gouvernement. Ou ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent plus. Donc ça veut dire qu'il faut passer à autre chose. Et effectivement, c'est bien que les personnes qui sont non conscientes des enjeux climatiques arrivent déjà à l'étape, il faut aller manifester parce que ça va pas forcément bien se passer à l'avenir. Et après, l'étape d'après, bon, moi j'en suis un petit peu à ce niveau-là de réflexion. J'aimerais que les choses s'accélèrent. De l'autre côté, je vois Valérie Pécresse, je suis en Île-de-France, qui parle des islamo-gauchistes, des gens les plus dangereux de France et des décroissants. Bon, c'est d'une fatigue intellectuelle sans nom. Comment on fait pour répondre intelligemment? Moi, je fais des papiers un peu pour démystifier ces expressions. On parle d'écologie punitive. J'ai expliqué que non, en fait, arrêtez de raconter n'importe quoi. On va s'auto-punir nous-mêmes, en fait. C'est comme un gamin qui joue trop, mais à force de jouer, tu vas te brûler. C'est à peu près la même chose. Typiquement pour l'islamo-gauchiste, sachant que Wauquiez est fan de l'expression, qui tweet dessus, moi ça me met dans une angoisse pendant 48 heures. Je dis mais je me dis s'il le dit, c'est qu'il y a un intérêt à le dire. Donc comment, vous avez parlé récemment d'une bataille culturelle à mener. Donc comment on fait pour contrer cette expression d'islamo-gauchiste? Alors, je prétends vraiment pas avoir la solution à cette question. J'ai juste mes propres solutions, en tout cas mes propres réponses. Et en l'occurrence, pour ce qui concerne les réseaux sociaux, c'est l'absence de réponse. Je réponds pas, je réponds pas en fait aux trolls macronistes. Je réponds pas, je rentre pas sur ces polémiques autour de l'islamo-gauchisme, etc. Je dis pas que j'ai raison. Hein, peut-être qu'il faut le faire, mais j'ai vraiment mais je crois que vous aviez fait d'ailleurs un papier aussi sur cette loi qui consiste à dire que... Ah, c'est la loi de Brandolini, oui, c'est ça. Ouais, voilà, j'avais trouvé ça vraiment... vous pouvez nous rappeler La loi de l'énoncé? Brandolini, c'est, je vais le résumer trivialement, c'est une personne dit quelque chose de faux, mais elle le dit en 5 secondes, et pour prouver que c'est faux, il vous faut 1 heure d'explication. Donc parfois vous le faites parce que vous avez le temps, mais parfois vous laissez tomber parce que la personne, elle est insauvable. Donc c'est un peu ça la Voilà. logique. Ouais. Et ben voilà, moi je connaissais pas cette loi et en fait quand j'ai lu ça, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. On m'a expliqué et depuis je me dis, est-ce que ça vaut le coup de discuter, de débattre avec la personne? Bon, à partir du moment, en général, une personne qui dit islamo-gauchiste et qui dit Khmer vert dans la même phrase, je sais que ça va être il y a peu de chances de récupérer la personne. Mais... Voilà, donc effectivement, moi, j'alimente pas ça, et en fait, j'ai pas envie de participer à ces débats parce qu'en fait, ils sont posés selon des termes qui ne me conviennent pas. Et en fait, j'ai pas envie de passer mon temps à polémiquer, à essayer d'expliquer pourquoi non. Voilà, je crois que je suis pas faite pour ça, quoi. Et donc, moi, j'ai plutôt envie, et c'est une autre manière de combattre ça, en tout cas, il me semble, en fait, de montrer que oui, on peut soutenir les ZAD sans être, en n'étant pas une caricature de justement ce qu'on entend par rapport aux zadistes, qu'on peut être écolo sans être une caricature de ce qui est entendu par Khmer Vert. En fait, démontrer par la preuve que en fait non, on peut soutenir les ZAD, être écolo radical, etc. et avoir un discours cohérent, argumenté, et que en fait la raison est de notre côté, quoi, et la raison et la mesure et même la tenue, j'ai envie de dire, puisque voilà, c'est souvent considéré comme une valeur de droite d'avoir un minimum
de tenue, d'élégance, de tact, de dignité, voilà. Moi, ça m'insupporte que ces valeurs-là soient attribuées au camp d'en face et j'ai envie voilà, d'arriver à tenir ces deux bouts-là, en fait, à tenir le bout de la radicalité dans le fond et de l'aménité dans la forme. Et pour moi, il me semble en tout cas que c'est la démonstration la plus efficace qu'on peut avoir. Et ça implique, me semble-t-il, de ne pas rentrer justement dans ce mauvais jeu des polémiques et des insultes qui pullulent sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on n'y gagne vraiment pas grand-chose, quoi. Et que ça nous avilit davantage que ça ne nous défend. Ok, je retiens votre avis et je vais essayer d'appliquer ça. Vous parlez d'écologie radicale et de radicalité. Je vous assure qu'il y a beaucoup de gens, enfin on m'a encore dit ce matin au téléphone que j'étais radical. Donc toujours quand les gens me disent ce terme, je dis c'est quoi votre définition de la radicalité? Donc quelle est votre définition de la radicalité? Pour moi, la définition de la radicalité, c'est d'aller à la racine des choses. C'est pas enfin voilà, c'est pas d'une grande originalité. Hein. Mais concrètement, ça veut dire essayer de ne pas s'en tenir à l'écume des choses, quoi. C'est-à-dire essayer d'aller regarder un peu ce qui se passe sous la surface, d'aller gratter. C'est pour moi plutôt de l'ordre de l'exigence intellectuelle pour justement lutter contre cette espèce de fainéantise et de paresse politique que je trouve de plus en plus répandue en fait dans le débat public. Et donc, voilà, c'est d'aller à la racine des causes et de ne pas se contenter, notamment en matière d'écologie par exemple, de vouloir réparer les effets du système, ses conséquences, mais d'arracher en fait les racines, quoi. Désolée pour cette image vraiment pourrie pour une écolo, mais voilà, en tout cas, c'est un peu ça l'idée, quoi. Ok, bon, il faut prendre le temps, le temps que plus personne ne prend d'ailleurs, pour lire. Bon, c'est un peu pour ça que j'ai quitté mon travail, hein, parce que j'avais pas le temps de concilier les deux, et intellectuellement, là, tout ce que je lis tous les jours là, sur l'écologie, sur la politique, etc., c'est passionnant. Mais je me rends compte, en tout cas, que enfin, mes amis qui ont à peu près le même âge autour de moi, surtout ceux qui viennent d'avoir des enfants, ils ont vraiment autre chose à faire. Et quand je leur parle un peu de politique, je dis mais tu es au courant que Darmanin, c'est le ministre de l'Intérieur? Gérald qui? Ils sont complètement à l'ouest, donc je vois qu'ils n'ont plus le temps. Et bon, c'est vrai que je me questionne beaucoup à enfin, comment rendre ces sujets intéressants. Mais c'est vraiment intéressant que vous disiez ça parce que je pense que c'est une donnée fondamentale, la question du temps et la question des conditions d'existence. C'est-à-dire que concrètement, bah voilà, en fait, quand vous bossez ou que vous cherchez du travail, que vous avez des gamins, que votre préoccupation permanente, c'est de savoir comment à la fin du mois vous allez payer le loyer, la facture d'électricité, le dentiste et les lunettes du gosse, bah, c'est quand même très compliqué d'avoir encore la disponibilité d'esprit pour se tenir informé, lire la presse indépendante et en plus se coltiner des webinaires et des interventions sur Twitch le soir en rentrant du boulot, quoi. Et c'est vrai que c'est pour ça que pour moi, et je reviens à ce que je disais sur l'écosocialisme, c'est pour ça que les revendications sociales, pour moi, elles sont directement liées à la question écologique. Parce que quand on parle de réduire le temps de travail pour avoir du temps libéré, quand on débat du revenu universel, quand on parle de salaire minimum, bah, toutes ces questions-là, la lutte contre la précarité, c'est le temps libéré, c'est aussi une manière de redonner à chacune et chacun la possibilité effectivement de s'informer, de réfléchir par soi-même, d'exercer un esprit autonome et critique et tout simplement de comprendre le monde dans lequel on vit. Et sans cette compréhension-là, c'est très difficile de savoir par quel bout prendre les choses, de savoir quel type d'action privilégier et de ne pas se laisser enfumer par le discours ambiant qui est le seul finalement qui vous parvient parce qu'il est tellement présent, tellement matraqué que c'est celui-là qui vous touche, quoi. Le discours dominant et puis ce qui est omniprésent dans l'espace public, c'est-à-dire la publicité, l'injonction à consommer,
et une certaine vision de la réussite qui passe par des facteurs notamment d'accumulation de matériel qui sont la cause de tant de souffrances, quoi. Ça, je vous rejoins totalement. Je me demande comment ça a été perçu à l'époque quand vous avez quitté votre vie parisienne pour justement partir de Paris et changer totalement de métier. Enfin, pas tout de suite d'ailleurs. Mais comment ça a été perçu par votre entourage et qu'est-ce que vous recommanderiez aujourd'hui? Parce que c'est vraiment un discours que j'essaye de faire passer aussi. Je sais que c'est les gens qui ont le plus les moyens qui polluent plus, on le sait aujourd'hui. Quel message je devrais faire passer ou les auditeurs devraient faire passer à leurs amis qui sont dans les cabinets de Big Four, qui font du conseil, qui ont des bons postes en entreprise, pour leur faire comprendre que la vie c'est aussi autre chose et leur faire comprendre que de toute façon, gagner plus, ça veut très généralement dire polluer plus ou participer à la destruction de l'environnement. Quel message on doit faire passer à ces gens-là? Moi, je ne crois pas trop au pouvoir de l'injonction. Je pense que, en fait, dire aux gens ce qu'ils doivent faire fonctionne pas très bien en général, et voire même produit l'effet inverse, c'est-à-dire le fait de braquer les gens et de les obliger, de les acculer en fait à défendre des modes de vie que finalement ils n'ont pas spécialement choisis, quoi. Et ils se retrouvent du coup à défendre mordicus des choses finalement qu'ils ne défendraient pas forcément s'ils se sentaient pas attaqués là-dessus. Donc je ne crois pas trop à l'injonction. C'est peut-être aussi mon côté libertaire qui me fait dire ça, mais je crois plus au questionnement. Et, 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 et d'une certaine manière, moi, je veux dire, j'ai pas envie de me dire tout le monde va se mettre à vivre de la même manière, selon les mêmes principes, etc. Moi, mon rêve, il est plutôt que tout le monde se pose les mêmes questions et que chacun puisse à la limite y apporter une réponse différente, mais au moins se pose les questions. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de voir énormément de personnes vivre sans se poser ces questions-là, soit parce que c'est des personnes plutôt privilégiées qui ont suivi les bonnes études, ont été embauchés dans la bonne boîte, gravissent les échelons, et puis finalement, il n'y a pas vraiment de pause pour se demander si c'est vraiment la vie qu'on a envie d'avoir, ou de pause pour aller regarder comment on vit ailleurs et comment ça pourrait être différemment. Soit c'est des personnes qui, à l'inverse, ne sont pas privilégiées et qui n'ont pas non plus la possibilité de se poser ces choix-là parce qu'en fait, elles sont dans la contrainte permanente. Ah, bien sûr, bien sûr. Et engluées dans des emprunts, dans de l'endettement, dans tout un tas de contraintes. Et moi, voilà, mon propos, il est vraiment de comment est-ce qu'on fait pour se réapproprier cette possibilité à la fois du questionnement individuel et de la délibération collective, quoi. C'est-à-dire, vraiment ces deux dimensions-là. Et clairement, aujourd'hui, on est dépouillé des deux. C'est ça qui selon moi, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer, quoi. Oui, je vous rejoins entièrement. En fait, ça fait le parallèle. Je vois que l'heure tourne, donc on va un peu parler de littérature. D'abord de votre premier livre, Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Je pense que j'ai mis 2 mois à retenir le titre exact. Et en fait, le titre est magnifique, mais à chaque fois, j'étais là plutôt. Mais alors, je vous rassure, vous n'êtes vraiment pas le seul, hein, parce que ça m'amuse beaucoup. Mais même des personnes qui se sont attachées à ce livre et tout, mais en fait, je fais juste une petite anecdote, mais je sais pas, en plus, je vais parler d'une publicité, et là encore, c'est vraiment une grosse faute, mais à un moment donné, il y avait une publicité pour la FNAC où on voyait des clients qui arrivaient et qui fredonnaient une musique dont ils ne se rappelaient plus le titre du disque, ils ne se rappelaient plus le titre des musiciens. Et j'imagine régulièrement les gens arrivant en librairie pour demander mon bouquin et essayant, mais aussi, c'est une histoire, là, il faut nager, mais on n'y arrive pas, alors il faut flotter, sans beauté, en mélangeant tous les termes. Donc voilà, c'est assez fréquent et ça m'amuse plutôt. Ok. Bon, j'ai fait la pub de votre livre, je ne sais pas combien de fois. Je l'ai vendu et survendu, et encore ce matin d'ailleurs. Je mettrai en ligne sur le site Bon Pote, bien sûr, notre interview. Et il y a un article avec les livres que je recommande sur l'environnement et le climat. Et votre livre est dedans, donc au cas où les personnes le cherchent. Je sais que ça diffère. Alors, vous avez écrit des livres, mais plutôt entre 2009 et 2012, qui étaient plutôt politiques.
comment vous êtes... totalement politique. Ok, comment vous en êtes venu à écrire ce livre c'est quoi, 7 ans plus tard, je crois? Ouais, en fait les premiers livres que j'ai publiés, c'était des livres très politiques et c'était plutôt des recueils de textes courts, de chroniques, de textes de discours, de prises de position. Et enfin voilà, ça faisait longtemps en fait que j'écrivais comme ça des formats courts, des tribunes et des chroniques notamment. Mais ce livre-là, c'est la première fois vraiment que j'écris un texte entier destiné à être publié sous forme de livre, quoi. Et qui a directement cet objectif dès le départ et dès sa conception. Donc pour moi, c'est mon premier vrai livre, on va dire, Ok. à ce titre-là. Et en fait, l'écriture de ce livre est arrivée à un moment qui était aussi un moment un peu de bifurcation à nouveau de trajectoire pour moi, puisque c'était l'année où j'ai quitté moi toutes mes fonctions et mes appartenances de parti politique, et où voilà, j'avais envie de prendre le temps de poser un peu justement les réflexions après 10 ans de militantisme, toutes les questions qui se posaient à moi et comme je le pressentais, qui devaient quand même se poser à d'autres personnes, ce qui de fait s'est avéré quand je vois les retours de lectrices et de lecteurs de ce livre, ça a visiblement touché juste pour beaucoup de personnes. Et donc, voilà, c'était un peu un état des lieux de mes réflexions. Et puis aussi, peut-être une manière de contribuer à ce que je voyais poindre, avec l'arrivée de la notion d'effondrement, avec enfin, voilà, la collapsologie, etc. Je voyais arriver beaucoup de nouvelles personnes qui n'étaient pas militantes, mais qui voilà, s'étaient vraiment pris un gros pavé dans la face en termes de prise de conscience et qui, du coup, voilà, arrivaient avec un espèce de maelstrom d'émotions, de peur, d'angoisse, de colère, de détresse, et pas forcément la colonne vertébrale idéologique et politique pour transformer ces émotions en action collective. Mhm. Et donc voilà, c'est aussi une contribution un peu à la politisation de, de ces mouvements, ou en tout cas de ces individus qui un jour sont percutés, mais qui, voilà, là aussi pour que les questions politiques puissent être posées assez rapidement après la prise de conscience. Mhm. Enfin, voilà, et si cet essai peut servir un peu d'accélérateur aussi de ce point de vue-là, bah, il aura rempli son Ah objectif. bah, je vous confirme qu'il sert d'accélérateur puisque je l'ai lu cet été et j'ai démissionné dans le mois. Donc, Bon, le but n'est pas non plus de faire démissionner tout le monde, hein, de mettre tout le monde à l'aise, hein, c'est pas l'objectif en soi. ouais, mais c'est, vous savez, enfin, j'ai peut-être pas, je sais pas si c'est tous les jours, mais toutes les semaines, plusieurs messages de personnes qui me demandent s'ils doivent quitter leur travail, si leur travail est éthique ou écologique. Et enfin, évidemment, je pense voilà, à votre réflexion. Il y a une notion qui est très très importante dans le livre, c'est le refus de parvenir. Est-ce que vous pouvez donner votre définition du refus de parvenir? Alors effectivement, c'est la première notion que j'aborde dans le livre. Et je l'aborde par le biais d'un navigateur, ce qui a été inattendu pour beaucoup de personnes, parce que j'avais aussi le souhait de ne pas faire un essai trop abstrait et trop abscon. J'avais envie de l'incarner. Et donc, je me suis emparée de cette figure du navigateur Bernard Moitessier, qui a été un des concurrents de la première course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance extérieure, il y a un peu plus de 50 ans, et qui, alors qu'il était en passe de remporter la victoire, a choisi de ne pas franchir la ligne d'arrivée, a changé de cap et a continué avec son voilier jusqu'au Pacifique. Et il a expliqué ensuite son geste par le refus en fait de retourner en Europe, de retrouver la société de consommation, de marchandisation, de l'argent roi, donc avec une critique qu'on qualifierait aujourd'hui d'anticapitaliste, je pense, sans aucun souci.
Et donc, enfin, voilà, je me suis appuyée sur ce choix de moi Tessier et sur cette notion du refus de parvenir, qui n'est pas une notion du tout que j'ai inventée, qui est une notion qui existe depuis le début du XXe siècle et qui a été beaucoup théorisée par les milieux libertaires, qui consiste en gros, à refuser de réussir à tout prix. C'est-à-dire de refuser, en fait, de marcher sur la tête des autres pour avancer dans sa carrière, d'accepter systématiquement tous les cadeaux empoisonnés du système juste parce que la convention sociale vous dit que c'est ce qu'il faut faire, que c'est forcément un plus, un mieux, quand dans votre fort intérieur, vous sentez bien qu'en fait, pour vous, ce sera ni plus ni mieux, ce sera éventuellement des responsabilités dont en réalité vous n'avez pas envie, éventuellement de l'argent en plus, mais qui vous servira à prendre une babysitter parce que vous n'aurez plus le temps d'aller chercher vos gamins à l'école. Donc voilà, le refus de parvenir, c'est le refus de réussir à tout prix. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir de l'ambition et Ouais, ses ça, propres... ça, c'est hyper important. Voilà. Mais de se poser là encore la question, d'avoir un travail de délibération intérieure pour savoir, voilà, pour moi, c'est quoi, ça voudra dire quoi d'avoir réussi ma vie, quoi. Ça voudra dire quoi d'être heureuse demain, ça veut dire quoi d'être heureuse aujourd'hui, de quoi j'ai envie et de quoi je n'ai pas envie, qu'est-ce qui est toxique pour moi. Et en fait, souvent, ce qui est toxique, en fait, c'est ce qui nous est présenté comme étant la réussite dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, quoi. Je vois quelques questions dans le chat qui dit pourrions-nous revenir sur la dignité du présent? Ouais. Alors, c'est l'autre notion que j'aborde dans mon livre. Pour la résumer, je vais reprendre en fait la phrase que j'ai mise dans le livre parce que j'y ai quand même pas mal pensé quand je l'ai écrit, donc je ferai sinon moins bien à l'oral forcément. Mais la dignité du présent, j'ai écrit, c'est ce qu'il nous reste de plus sûr face à l'improbabilité de victoires futures, de plus en plus hypothétiques au fur et à mesure que notre civilisation sombre. Dit autrement, je crois qu'on est quand même très nombreux à être régulièrement touchés par le découragement, par un sentiment d'impuissance face à l'ampleur de la tâche par rapport à l'urgence et à la gravité de la situation et au peu de temps qu'on a et au peu de temps qu'on est, pardon. Et dans ces moments de découragement, on a besoin de ressorts qui ne soient pas uniquement utilitaristes, c'est-à-dire qui ne comptent pas uniquement sur le fait qu'un jour à la fin, on gagnera. D'autant que le un jour à la fin, on gagnera, il est quand même de plus en plus compliqué, même en se le répétant tous les jours le matin quand on se lève, à croire. Et donc, se rappeler qu'il y a des combats qu'on mène, pas parce qu'on est sûr de les gagner à la fin, mais simplement parce qu'ils sont justes à mener. Et donc, voilà, c'est ça la notion de dignité du présent qui vient pallier à la disparition de plus en plus probable des victoires futures. Ok. Bon, c'est une sorte de barreau d'honneur, même si c'est impossible à réaliser, on a le droit d'essayer. C'est un peu ça la logique, quoi. Là, on a même le devoir d'essayer, je dirais. Oui, je suis entièrement d'accord. Je répète ça très souvent. Vous citez, il y a Moi Tessier, mais il y a un autre auteur que vous citez plusieurs fois. Et bon, évidemment, ça m'a parlé, parce que j'ai ma petite bibliothèque que vous voyez derrière. J'ai au moins 16 ou 17 livres de lui. C'est Romain Gary. Vous êtes fan de lui ou pas particulièrement? Vous l'avez juste cité Alors, je suis très fan de beaucoup de ses ouvrages, pas tous, parce que je trouve que c'est... Je vais me permettre... Il a été prolifique, ouais. Mais... Je vais me permettre de dire que je trouve que c'est un peu inégal. Mais je cite notamment un de ses livres, c'est pas le seul que... Enfin, voilà, je trouve que La promesse de l'aube, par exemple, est un roman absolument merveilleux et superbe. Mais celui que je cite, c'en est un autre, c'est Les Racines du ciel. Oui, bien sûr. Et Les Racines du ciel, voilà, comme je le dis souvent, c'est vraiment le bouquin qui vous fait vous dire que, en fait, plus jamais vous écrirez une ligne. Tellement, pour moi, voilà, ce livre suffit à lui seul quasiment. Il a eu le Goncourt en 56, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est 1956. C'était le premier livre écologique, justement, contre ouais. Ouais, en fait, voilà, pour résumer très brièvement, c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Morel, qui vit
dans ce qui était encore les anciennes colonies d'Afrique équatoriale française et qui se bat pour préserver les derniers grands troupeaux d'éléphants sauvages en Afrique équatoriale française. Et on le voit au début du roman, voilà, un peu misérable, un peu pathétique, un peu paumé, qui se balade avec sa pétition que personne ne veut signer. Et en fait, tout au long du roman, on va assister en fait à un parcours de radicalisation politique. Hein. Où, voilà, je vais pas trop dévoiler du roman, mais c'est vraiment voilà, cette espèce de combat perdu d'avance que Morel va quand même continuer à mener envers et contre tous pour ce que Romain Gary appelle, lui, non pas la dignité du présent, mais la marge humaine, mais qui voilà, est vraiment ce qui a inspiré en tout cas cette dignité du présent chez moi et dans mon essai. Ok. Bon, en tout cas, je vous rejoins, c'est un roman qui est magnifique, donc il faut également lire comme plutôt couler en beauté que flotter sur grâce. Je fais attention, je relis pour pas faire de fautes. Il y a plein de citations. Alors, bon, je lis au moins 1 ou 2 livres par semaine en ce moment, mais votre livre a la particularité que, il m'a donné envie de lire les auteurs que vous citez dedans, donc c'est en général à ça que je reconnais un bon livre. Et surtout, il y a plein de livres. Enfin, c'est pas un livre. Certaines pages, j'étais obligé de m'arrêter et de réfléchir. Il est court, le livre, il fait 90 ou 100 pages, je crois. Mais voilà, il est vraiment. Enfin, je fais encore la pub en direct, mais il faut vraiment le lire. Il y a une phrase en particulier que j'ai notée qui est: Trouvez enfin une figure qui ne peut plus vous décevoir, un disparu dans la vie, achevé et déjà entièrement dévoilé, présente un avantage certain, pas de médiocrité ou de trahison qui n'ait été opérée. Je me suis demandé si vous avez eu une figure qui vous a déçu. Typiquement, on est fan de quelqu'un et on apprend en fait qu'il a fait X ou Y et vous avez été déçu. Vous faites forcément référence vous l'avez pas dit dans le livre, mais vous faites forcément référence à quelqu'un. En fait, c'est l'histoire de ma vie, quoi. Enfin, c'est touchant pour moi que que vous releviez cette phrase parce que je crois que c'est la première fois en fait que quelqu'un la relève. Et c'est peut-être une des phrases les plus personnelles du livre. C'est vraiment, voilà, c'est une grande peine, en fait, je trouve, d'être systématiquement déçu par les personnes qu'on croise et qui, à un moment donné, vous inspirent, vous apprennent des choses, vous donnent envie d'être meilleur. Et puis voilà, moi j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a toujours un moment où en fait, c'est pas forcément que la personne commet une faute, mais il y a toujours un moment où en fait on a fini d'apprendre aux côtés de cette personne, où finalement ce qui nous épatait au début nous épate plus, où on commence à voir les coulisses, on commence à voir les défauts, et c'est pas forcément toujours rédhibitoire. Mais effectivement, je crois que c'est inhérent à la nature humaine et puis simplement au fait que soi-même, on accumule de l'expérience et que donc on a besoin de nouveautés pour continuer à apprendre, hein, probablement. Et du coup, il y a cette envie, effectivement, à un moment donné, de se raccrocher plutôt à des personnes qui justement, ne peuvent plus décevoir et de choisir ses ancêtres, selon la formule de Walter Benjamin. Ouais. Moi, c'est une idée qui me séduit beaucoup, quoi. Cette idée de pouvoir se choisir ses ancêtres. Alors, c'est ses ancêtres, c'est ses sources d'inspiration, c'est son panthéon personnel. Mais voilà, de s'entourer, en tout cas, comme ça, de personnages qui, parce que, en fait, vous ne les rencontrerez jamais, ne risquent pas, effectivement, ni de vous décevoir, ni de vous déplaire. C'est difficile aujourd'hui d'avoir des personnes qui, surtout avec la vie médiatique, je pense que les auteurs, les stars, en fait, j'ai Michael Jackson qui me vient en tête. Moi, je suis fan de Michael Jackson, mais bref, il a fait des choses pas terribles dans sa vie, donc c'est difficile. Bon, j'écoute sa musique, mais j'ai toujours une petite arrière-pensée maintenant. Bon, je me dis, si j'avais pas été au courant de ça, aujourd'hui, les auteurs ont un peu leur vie dévoilée, donc c'est difficile d'avoir. Je sais. Bon, je suis obligé de vous poser la question. Vous avez aujourd'hui des personnes qui ne vous ont pas déçu? Votre entourage peut-être, mais des artistes ou des écrivains. Ouais, non, là je parle effectivement pas, ça s'applique pas à mon entourage proche, aux amis ou même dans mon cas à la famille, hein, j'ai cette chance-là. Des gens aujourd'hui qui ne m'ont pas déçu, que je connaîtrais depuis très longtemps et qui ne seraient pas des amis, je ne crois pas qu'il y en ait. C'est-à-dire que ceux qui ont tenu jusque-là sont devenus des amis. Ah, ok. Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
Ouais. Ok. Bon, vous parlez, je vais quand même le citer parce que le livre en question, c'est une réflexion sur l'effondrement. Je sais que c'est un mouvement qui est critique, qui est critiqué aussi, et qui critique la décroissance. Donc c'est ça qui est intéressant, parce que moi, on m'a mis l'étiquette, je déteste les étiquettes, mais on m'a mis l'étiquette de décroissantiste, blogueur décroissantiste. Donc je sais que la collapsologie est plutôt critique sur la décroissance. Donc quelle est votre vision? Est-ce que votre vision de l'effondrement, est-ce qu'elle a évolué depuis 2 ans, depuis le livre? Non. Non, en réalité, elle a pas évolué. Et j'ai relu le livre au moment où j'ai rédigé la postface. Et puis en fait, enfin voilà, je continue à vivre quand même pas mal avec. Je me souviens encore de tout ce que j'ai écrit dedans. Et honnêtement, je crois que j'en changerai toujours pas une ligne ni une virgule aujourd'hui. J'ai plutôt l'impression que les choses se sont accentuées. Ouais. Notamment avec la phase dans laquelle on est de pandémie et tout ce qui s'est passé depuis un an avec le Covid. Mais ça n'a pas vraiment modifié ma perception. Il n'y a pas d'événement qui m'ait ébranlé par rapport à tout ce que j'ai écrit dans le livre depuis. Euh, et après, honnêtement, par rapport à la décroissance, moi, je suis très attachée aux mots en tant qu'autrice, mais je ne suis pas fétichiste des mots en politique. Mhm. Moi, j'ai aucun problème avec ce terme de décroissance et je le prends plutôt comme un compliment. Je viens de là, moi, au départ. Hein. Moi, j'ai fait mes premiers pas en politique dans les milieux de la décroissance, de l'écologie radicale. Et je continue à trouver que c'est quand même vraiment l'approche la plus sensée dans tout ce que j'entends aujourd'hui. Donc, j'ai aucun problème à la revendiquer. Après, voilà, qu'on parle d'écologie politique, de décroissance, d'écosocialisme, moi, tout ça me va très bien. D'écoféminisme aussi. Ou d'écoféminisme. Après, c'est vrai que moi, je n'ai jamais voulu me laisser qualifier de collapsologue, par exemple, parce que je trouve que c'est vraiment encore autre chose de très spécifique et qui, enfin, voilà, autant les mots en isme, à force, je suis habituée pour avoir traîné mes guêtres dans le milieu politique pendant quand même quelques années, autant les mots en log, je me sens pas trop prêt à les assumer parce que ils induisent une dimension scientifique que moi j'ai absolument pas et qu'ils ne me viendraient pas à l'idée de revendiquer de toute manière, quoi. Mhm. Et puis bon, voilà, ils véhiculent en plus, là, ils charrient quand même beaucoup de choses par rapport à un certain nombre de polémiques qu'on pu avoir. Et comme vous l'aurez compris, je ne suis pas une femme très attirée par la polémique, c'est pas ça qui me nourrit. Mhm. Mais en tout cas, voilà, moi j'essaye surtout de prendre dans tout ça ce qui me paraît intéressant et de me faire ma propre tambouille à partir de tout ça plutôt que de me sentir appartenir à un courant ou une chapelle en particulier, quoi. Ok. J'ai vu une question intéressante dans le chat. Est-il possible d'être engagé sans être politisé? C'est rigolo, j'ai entendu encagé. Pardon. Et pas engagé. Et ça va bien avec la question. J'espère ne pas l'avoir dit que c'était un petit lapsus, mais oui. Ouais. Bien, enfin, ça dépend de ce qu'on entend par politiser. C'est-à-dire on peut être engagé de plein de manières différentes. On peut être engagé en étant actif dans un parti politique et en se présentant aux élections. On peut être engagé en étant sur une ZAD, on en parlait tout à Mhm. l'heure. Mais on peut aussi être engagé en travaillant dans le commerce équitable ou en étant bénévole à la soupe populaire. On peut être engagé, enfin voilà, de plein de manières différentes, avec des niveaux de politisation qui ne sont pas les mêmes, mais dont les ressorts sont les mêmes, puisque le but de tout ça, c'est quand même toujours au départ de bah, voilà, d'arrêter de se regarder le nombril, d'être conscient de la manière dont les gens vivent autour de soi et de ne pas supporter d'être un îlot à soi tout seul dans un océan de misère, quoi, et de ne pas accepter ces situations-là. Donc voilà, moi, à partir du moment où on est sur des principes de coopération, d'entraide et de solidarité, pour moi, c'est un engagement politique. Après, moi, j'ai mes propres
mes propres préférences, mes propres souhaits. Et c'est vrai que je suis pour des engagements très fortement politisés, mais je jetterai jamais la pierre à des personnes qui sont voilà, dans des associations de solidarité et qui font là où elles se sentent utiles, où elles se sentent accueillies et où elles se sentent en mesure de faire. Il y a plein de gens à qui on ne peut pas demander une fois de plus voilà, d'aller s'exposer ou qu'on passe cette culture politique. Et moi, le but du jeu, c'est pas non plus d'être dans un truc sacrificiel, quoi. Oui, bien sûr. Enfin, c'est très intéressant ce que vous dites. Et vous parlez de cette culture politique. Comment on l'a? Est-ce qu'on doit naître dedans? On peut l'obtenir? Il faut lire? Comment on peut avoir une culture politique? Bah, ça se crée, ça se construit une culture politique, surtout quand vous voulez que ce soit la vôtre et pas celle justement de l'organisation à laquelle vous appartenez. Ce terme-là aussi, il est intéressant, appartenir à une Mhm. organisation, quoi. Euh, Moi, ce qui m'intéresse, c'est les cultures politiques autonomes que chacun se crée justement en allant piocher un peu en mode éponge ce qui semble intéressant et utile un peu partout. Enfin, je dis un peu partout. Évidemment, il y a des espaces qui me semblent plus constructifs que d'autres. Mais donc voilà, après, bah, vous pouvez être issu d'un entourage familial qui fait que vous avez déjà grandi dans une ambiance militante et que généralement, voilà, ça produit des cultures politiques qui vont plutôt vous pousser à être vous-même militant. Et il n'y a pas tant de cas de refus d'obstacles que ça, c'est-à-dire que le mythe selon lequel avoir des parents trop engagés à gauche près de vous, un militant de droite, moi je ne l'ai pas beaucoup constaté sur le terrain. Mhm. Généralement, ça produit quand même plutôt des militants de gauche. Mais ce n'est pas du tout un facteur nécessaire, hein. Moi, j'ai commencé à militer très tardivement. J'avais, je ne sais pas, la trentaine passée. Et donc, voilà, ça se fait aussi progressivement par des moments de prise de conscience qui peuvent être très divers. Moi, je n'ai pas souvenir d'un déclic en particulier, mais je sais très bien la raison pour laquelle j'ai commencé à militer au départ. C'est voilà, la période où j'habitais à Paris et que juste, il y a le jour où ça devient viscéralement insupportable de voir des gens dormir par terre dans la rue, quoi. À côté de magasins qui vendent des produits de luxe ou des gadgets électroniques fabriqués à l'autre bout du monde, quoi. Et donc voilà, chacun a le truc qui à un moment donné fait que c'est plus possible de continuer à vivre comme si de rien n'était et de regarder ses pompes ailleurs. Ouais, enfin, ça me parle beaucoup parce que j'ai le même réflexe en fait quand je me balade place des Vosges, qui est une place magnifique à Paris, mais je vois des gens ou des SDF qui sont là tous les jours et je sais que les apparts au-dessus valent des millions. Et Ouais. donc j'ai le même réflexe. Je me Ouais, dis qu'il y et a un truc après, qui tourne pas rond. Ouais. ça se construit un peu par capillarité, et puis comme vous disiez tout à l'heure, quoi, en lisant, en écoutant des podcasts, par les personnes que vous vous mettez à rencontrer dans votre champ militant, et ça se construit progressivement, petit à petit, par tous ces contacts-là. Et c'est vrai que voilà, je suis moi, de plus en plus technocritique, voire carrément à tendance technophobe. Mais c'est quand même un grand mérite que je reconnais au numérique. C'est l'incroyable accès que ça donne à un nombre de ressources considérables. Bien Ce sûr. qui est possible aujourd'hui, et je vois bien le nombre de personnes qui écoutent des conférences en ligne, des podcasts, des machins, des trucs, et enfin, voilà, vraiment qui se forgent une culture politique par ce biais-là. Voilà, il y a 15 ans, c'était pas possible et on ramait et on se tapait des formations idéologiques qui étaient quand même franchement rasoirs. Enfin, voilà, et je trouve que ce fonctionnement capillaire, affinitaire qu'on connaît aujourd'hui, il me semble 1000 fois plus efficace et plus Mhm. rapide, quoi. Ouais, plus rapide, c'est sûr. Je vous ai pas posé la question tout à l'heure, mais comme vous quittez la politique dans un mois, vous, La politique institutionnelle, je vous arrête tout de suite, je ne quitte pas la politique. j'allais justement. Vous avez déjà annoncé ce que vous allez faire derrière ou j'ai raté ça? Non, en fait, j'ai pas annoncé ce que je vais faire derrière parce que j'ai pas vraiment d'annonce à faire pour l'instant. Mon objectif est de continuer à faire ce que je fais actuellement.
Donc, de partager mon temps entre l'écriture et le militantisme et de me débrouiller pour que ça suffise. J'ai encore un peu de marge de manœuvre pour réduire mes besoins. J'ai la chance d'être plutôt privilégiée par rapport à ça. Donc pour l'instant, voilà, c'est ça que je vise. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que je ne redeviendrai pas salariée. Ok, ouais, je comprends. Mais c'est intéressant parce que j'ai lu de vous un papier d'il y a 2 ans et qui dit ça justement, on ne quitte pas forcément quelque chose pour un autre poste. On peut aussi quitter parce que il faut quitter, il y a un moment. C'est une petite nota bene à Brune Poisson et Benjamin Griveaux qui viennent de quitter leur mandat pour une boîte privée, ce qui évidemment sont des gens exemplaires et une éthique irréprochable. Enfin bref. Moi, Euh, je tiens à préciser que je n'ai aucun mérite parce que je ne reçois pas les mêmes offres que là. oui, Je oui, n'ai pas encore été contactée par une multinationale pour par faire accord, ouais, ouais. de la propagande dans les milieux écolo-radicaux. Euh, j'ai une question un peu plus perso. Est-ce que l'écriture vous sert d'exutoire ou d'échappatoire? Je ne sais pas trop répondre à cette question. J'ai pas envie, enfin, c'est pas un besoin vital, quoi. J'ai pas besoin d'écrire pour survivre. Moi, j'ai plein d'autres échappatoires. Je veux dire, je vais au pied du Vercors. Hmm. Mon échappatoire, c'est je fais 2 pas et je suis en montagne, je suis dans la forêt. Donc, j'ai pas besoin de l'écriture pour ça. En fait, aujourd'hui, c'est ni un exutoire ni un échappatoire, c'est vraiment un plaisir, quoi. En fait, c'est une joie, vraiment. Je crois que c'est la réponse la plus juste que je peux vous donner. Bon, enfin, c'est surtout la meilleure des réponses. Au moins, vous ne vous sentez pas forcé d'écrire, etc. Et surtout, si c'est pour écrire, enfin, ces 2 petits bijoux, c'est très bien. Pour le premier, on va quand même parler du deuxième, je vois l'heure qui tourne, mais pour le premier, vous attendiez un tel succès? Non, pas du tout. Parce qu'il y a eu des Non, non, pas du tout. réimpressions 2 fois, je crois, c'est ça? Si je dis pas de Bah, en bêtises. fait, bon, honnêtement, les réimpressions, ça ne veut pas dire grand-chose parce que moi, je suis chez un petit éditeur indépendant formidable qui s'appelle Libertalia Mhm. et qui n'a pas les ressources des grosses machines de l'édition. Et donc, on fait des petits tirages hein, parce qu'on ne peut pas se prendre le risque de se rater. Donc, il y a eu énormément de retirages, mais c'est aussi parce qu'on ne fait pas beaucoup à chaque D'accord, ok. fois. Ce qui est intéressant, c'est plutôt le nombre d'exemplaires. Et là, on en est à 23 000 exemplaires tirés, ce qui est considérable pour un essai, pour quelqu'un qui ne passe pas encore sur France Culture, et pour une maison d'édition comme ça, indépendante. Donc, on ne s'y attendait pas. Et là aussi, que dire d'autre une vraie joie, quoi. Parce que c'est pas tant le nombre d'exemplaires vendus, bien entendu, que ce que ça provoque. Et ce qui est dingue, c'est le nombre de personnes qui, après l'avoir lu, m'écrivent, en fait, Mhm. et prennent contact Je, avec je, moi. je, Et je l'ai fait, donc voilà, et avec je sais pas, un niveau de confiance euh, incroyable. Et c'est vraiment un truc que je n'avais pas anticipé et qui me paraît évident en fait aujourd'hui, mais c'est que quand vous écrivez un livre, bon là en plus un essai qui est quand même assez personnel parce que j'écris beaucoup à la première personne du singulier, etc. Bah, en fait, tous les lecteurs ont l'impression de vous connaître après avoir lu le livre. Donc vous, vous les connaissez pas, vous les avez jamais vus, vous connaissez pas leur nom, mais eux vous connaissent. Et du coup, ça induit un lien que moi je trouve vraiment assez magique de toutes ces personnes qui m'écrivent avec beaucoup de confiance et enfin voilà des témoignages très touchants alors que voilà on se connaît pas et moi je suis enfin voilà je suis très tous les jours en fait je suis contente d'ouvrir ma boîte mail et mes notifications parce que je sais que dedans il va y avoir comme ça un petit retour de lecture et que ça va être un peu ma pépite de la journée parce qu'ils sont tous en fait ils sont tous super beaux quoi. bon, tant mieux. Enfin, ouais, c'est très touchant et ça me fait plaisir d'entendre ça. Je suis désolé, ça fait déjà 1 heure. J'espère que vous avez encore quelques minutes, qu'on puisse quand même parler de votre nouveau livre, Là où Bien le sûr. feu et l'ours. Alors moi, je sais que ma caméra est inversée, mais il est là.
Donc j'ai eu le temps de le lire. Alors une semaine, je l'ai dévoré comme l'autre. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement, parce que c'est pas du tout le même style, ni le même public, d'après ce que j'ai compris, forcément le même public visé. Est-ce que vous pouvez revenir et nous présenter un peu ce livre? Oui, alors je suis moins rodée à cet exercice parce qu'il vient de sortir, hein, il Oui, est sorti il y a une il y a semaine, non? seulement une Ouais. semaine. Hmm. Et donc, en fait, je suis encore très émue d'en parler parce que c'est encore tout nouveau. Alors, c'est très différent d'abord parce que c'est un roman et un vrai roman, c'est-à-dire un roman, voilà, avec des personnages, des aventures, des rebondissements, une sorte d'épopée qui démarre avec la rencontre d'une femme qui erre dans une sorte de steppe très aride, très hostile, au climat complètement déréglé, avec des incendies qui tombent au hasard. Et donc cette femme voilà, erre sur cette steppe un peu sans but. On a l'impression que, voilà, même qu'elle a pas vraiment de passé, qu'elle n'a pas vraiment de souvenirs. Et très rapidement, dès les premières pages du roman, en cherchant un abri pour la nuit, elle tombe nez à nez avec un tout jeune ours nouveau-né qu'elle va apporter à son sein, allaiter et adopter comme son propre fils. Et on va suivre voilà, leurs aventures dans cette steppe, puis leur quête jusqu'à l'arrivée dans une oasis mythique où là s'inventent vraiment d'autres manières de vivre, d'habiter un territoire, d'être en harmonie avec les vivants. Euh, donc voilà, donc c'est un roman je ne sais pas encore trop comment qualifier. En fait, j'attends un peu les retours pour savoir si on parle de roman jeunesse, si c'est un roman ado, un roman jeune adulte, un roman tout public. Et en fait, pour l'instant, les retours que j'ai ne m'aident absolument pas. Puisque il est apprécié aussi bien par des adultes que par des jeunes enfin, voilà, de 8 ans, 11 ans, 13 ans, des ados, des gens enfin, voilà, qui ont la vingtaine. Enfin, bon, c'est vraiment très varié et en fait, je pense que c'est surtout par le fait qu'il y a différents niveaux de lecture. C'est-à-dire qu'on peut le lire vraiment comme un pur roman d'aventure et je pense que c'est la première lecture qu'en font les jeunes lectrices et lecteurs. Et puis on peut aussi en avoir une lecture plus politique. Et on a mis avec Libertalia à la fin du roman une partie un peu documentaire Alors, qui vient éclairer justement les aspects politiques qui sont en filigrane du roman, parce que moi j'aime pas les romans à thèse et j'avais pas envie d'asséner des monologues de 10 pages où vous avez un personnage qui vous explique sa conception de la vie pour qu'en réalité l'autrice ou l'auteur vous fasse rentrer de forceps ses conceptions politiques. Généralement, je déteste ça en tant que lectrice, donc je ne voulais pas faire ça dans mon roman. ouais, Mais il y a quand même ce carnet documentaire pour ceux qui ont envie d'avoir une lecture plus adulte et plus politique mais éventuellement. c'est la première. Alors, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, moi, c'est la première fois que je vois un livre où à la fin, la dernière partie s'intitule Tout est vrai, lexique, glossaire et coulisses. Donc, c'est la première fois que je vois les coulisses d'un livre raconté à la fin. Bon, bah, c'est bien, au moins vous venez d'expliquer pourquoi, mais bon, c'est. Ouais, et puis aussi, en fait, j'ai quand même l'espoir secret que ce roman puisse rentrer dans des lieux d'éducation, dans les collèges, dans les lycées, dans le périscolaire, dans des CDI. Voilà, enfin, il y a quand même l'idée aussi de toucher le jeune public sur toutes ces questions-là. Et donc, je trouvais que ça pouvait aussi être un outil d'accompagnement pour des enseignants, des parents, des adultes, de la famille, ou même pour le jeune lui-même, hein, d'ailleurs, parce que le message Tout est vrai, c'est que c'est un roman qui est très empreint d'imaginaire, mais qui n'est pas de la fantaisie, il n'y a pas d'éléments magiques, hein, c'est-à-dire que l'ours ne se met pas tout d'un coup à parler, Oui, vous ne faites pas parler Violette les personnages. ne se met pas tout d'un coup à voler. Voilà. Et en fait, je me suis énormément documentée pour écrire ce roman. Et donc, de fait, tout ce dont je parle dans le roman, que ce soit voilà, sur la faune, la flore, les événements climatiques, tout est vrai, en fait. Tout existe ici et maintenant. C'est aussi
voilà, un peu un message de dire, n'oublions pas de regarder aussi ce qui se passe autour de nous, parce qu'en fait, il y a à la fois du merveilleux et du pire, et c'est bien de rester conscient et de regarder en face les deux, et de ne pas oublier ni l'un ni l'autre. Et vous pensiez, en fait, moi, ça m'a fait penser, alors je vous souhaite le même succès évidemment, au Petit Prince, parce que le Petit Prince peut parler, qui a été, je crois que c'est le livre le plus lu après la Bible, si je dis pas de bêtises dans le monde, Oui, je donc crois que c'est quelque c'est chose une comme ça, folie. oui. Je vous souhaite évidemment le même succès. Euh, Ça m'a fait penser à cette, parce qu'on peut lire Le Petit Prince en étant un enfant et avoir une certaine lecture, et ça parle évidemment aux adultes. Je l'ai relu 10 ans plus tard, et je fais, ah, oui, peut-être que j'avais pas compris ça de cette façon-là. Et en le lisant, je me suis dit, ça peut parler à un enfant, mais ça peut aussi parler à un adulte que je suis à peu près en tout cas. Je pense que ça peut parler à plusieurs publics. Donc voilà, je sais que vous m'aviez dit avant que je lise, c'est plutôt pour les enfants et les jeunes adultes, mais moi je pense que ça peut parler un peu à tout le monde. Et pourquoi d'ailleurs vous pensiez que ça allait parler plutôt aux enfants, aux jeunes adultes? Est-ce que c'est ce que vous vouliez? Enfin, vous me le dites maintenant que vous espériez l'avoir dans les Moi, écoles, moi, etc. mon souhait, c'est vraiment effectivement qu'il y ait ces différents niveaux de lecture et que ça puisse s'adresser à tout le monde, en fait. Après, je crois que j'ai d'abord encore une forme de timidité ou enfin, voilà, de difficulté encore à me considérer comme une vraie romancière à part entière, et de manière complètement idiote. Je pense que le fait de me raccrocher à l'idée d'un roman jeunesse est aussi enfin, voilà, une manière de je sais pas, de pas me sentir présomptueuse en fait en parlant de romans pour tout le monde, hein, parce Je que je trouve ça comprends. quand même assez ambitieux. Mais en tout cas, c'est bien mon ambition. Et ensuite, ça vient aussi du fait qu'au départ, le truc m'a complètement échappé, mais en fait, au départ, j'étais censée écrire pour les 8-12 ans. Et en fait, enfin, voilà, et je suis partie, j'ai complètement explosé le cadre, puisque au final, pour le coup, on n'est quand même pas trop dans la tranche d'âge 8-12 ans. Mm. Et donc je suis quand même restée un peu dans ma tête sur l'idée, voilà, plutôt jeune adulte. Et puis en fait, plus j'ai progressé dans l'écriture, plus mon champ de lectorat s'est élargi dans ma tête, quoi, pour arriver à ce résultat où effectivement, je pense moi aussi. Et d'ailleurs, il est au final pas sorti chez un éditeur jeunesse, mais bien chez un Chez éditeur Libertalia. Mm. généraliste, voilà, avec cette magnifique illustration de Cyril Ouais. Pedrosa voilà, qui donne un peu aussi cette tonalité BD, jeunesse, etc. Mais de la même manière que ces bandes dessinées, et notamment l'âge d'or, ne sont pas du tout réservées à la jeunesse. Et moi, comme des milliers d'autres personnes, on a pris beaucoup de plaisir à les lire aussi adultes. Ah, je vais prendre un peu les questions en commentaire. Est-ce que vous avez des passages dans des grands médias de prévus pour le nouveau livre? Pas du tout. Mis à part la grande librairie, bon pote évidemment, mais Ouais, non, non, pas plus que pour le et premier, en même fait, hein. avec le succès du premier livre, il n'y a pas eu. Bon, enfin, Non, je devine pourquoi, mais pour l'instant, il y a rien de prévu. Enfin, voilà, le premier livre, vraiment, son, son succès et sa diffusion se sont faits avant tout par le un bouche à travail oreille. absolument extraordinaire des libraires, et D'accord. beaucoup de librairies, de petites librairies indépendantes qui ont fait un boulot complètement dingue. Ensuite, très rapidement, par le bouche à oreille et par les lectrices et les lecteurs eux-mêmes qui l'ont recommandé, offert, voilà. Et en fait, ça s'est fait entièrement comme ça. Ce qui me va bien. Je trouve que Ok. c'est assez raccord avec le contenu du livre, en fait. Donc, je trouve ça très bien. Et après, il y a quelques médias voilà, indépendants qui quand même s'en sont fait le relais, mais pas de grands médias dominants. Et je ne sais pas comment ça va se passer pour celui-là. Je ne vous cache pas que si un jour, voilà, il y a des émissions avec un petit peu plus d'audience, bon, à voir lesquelles, hein, j'irai pas chez Hanouna, mais je le redis, j'irai volontiers sur voilà, la grande table,
J'ai une émission sur France Culture que j'adore qui s'appelle Par les temps qui courent, qui reçoit beaucoup d'auteurs et d'autrices. Enfin voilà, il y a évidemment plein d'émissions que j'adorerais faire avec ce livre-là ou avec les prochains. S'il faut un petit peu de temps, pas de problème. Ok. Bon, je vois dans le chat qu'on demande si vous allez passer à Lyon bientôt dans les librairies lyonnaises. Ben, j'espère. Avec le Pour confinement, j'imagine que l'instant, c'est un peu dense pour moi jusqu'à, à vrai dire, la fin de l'été. Ouais. Mais là, je commence à recevoir des invitations, des sollicitations de librairies. Donc, ce sera, je pense, beaucoup à la rentrée et à l'automne. Et à Paris? Et à Paris, on fait une première présentation à la librairie de Libertalia à Montreuil, Oui. jeudi prochain, le 20 mai, à 19h. Ah bon? Ok, bon, il faut... Ok, je vais essayer de m'organiser. Je savais pas du tout, mais ok, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous avez un mot à dire aux lectrices et aux lecteurs pour finir notre interview? Ah, c'est trop difficile. Non, je sais pas que dire à part d'inciter effectivement à garder ses yeux grands ouverts à la fois en termes de lecture et je dis pas ça pour mes livres, ça me faisait très plaisir ce que vous disiez tout à l'heure. J'ai beaucoup de retours comme ça de gens qui me disent qu'ils sont retournés après chez leur libraire acheter Les Racines du ciel ou La longue route de Moitessier ou enfin voilà des livres dont je parle dans mon essai. Donc voilà, moi je trouve que l'écriture a tellement été toujours une bouée de sauvetage pour moi que franchement c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à quelqu'un, je trouve, que de lui donner ce goût de la lecture. Donc voilà, garder les yeux grands ouverts sur les livres et puis pas oublier de relever le nez de temps en temps pour regarder ce qui se passe dehors, à la fois de beau et puis aussi de moins beau, pour garder le sens des combats qu'on mène. Ok, bon. Merci beaucoup Corinne. Je vais publier sur le site, ce sera bien sûr en podcast et sur YouTube. Je vais mettre les liens de vos livres, etc. pour faire un peu de publicité. Et j'espère vous voir à la grande librairie très bientôt. Au moins je vous vois dans une semaine peut-être physiquement, mais... Ouais, avec grand plaisir dans les deux cas. Et merci beaucoup pour l'invitation. De rien. Très contente d'être passée comme Monsieur Castex sur Twitch. Une nouvelle expérience pour moi. Donc voilà, je me sens ragaillardie, rajeunie, tout ça, c'est parfait. Merci. Parfait. Bon, merci beaucoup. À bientôt.